joindre chez vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette session d'information sur les antennes de Yokasson Télévision. Après plus d'un demi-siècle, le feu Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, peut enfin reposer en paix dans son village natal. Tous les honneurs dignes de son rang lui sont rendus. C'est un élément de la presse présidentielle rendu par Rachel Thiabou. Après un beau temps, enfin la République démocratique du Congo relève avec grande responsabilité les défis du tout Premier ministre congolais, fait Patrice Emery Lumumba. Après la cérémonie de Bruxelles, une deuxième cérémonie a eu lieu dans la province natale de l'immortel Lumumba, à Tchoumbé, guidée par l'abbé Pascal Tchombo Congo. Nous avons tous le devoir de mémoire envers Patrice Emery Lumumba. Et la manière de l'honorer, c'est de suivre ses pas. La réplique de Patrice Emery Lumumba a été accueillie à l'aéroport national de Tchoumbé par le représentant personnel du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia. Ces premiers ministres congolais a reçu les honneurs de vaillants militaires de FRDC devant ses fils, petits-fils, notables, autorités politiques et chefs coutumiers avant que le cortège funèbre ne prenne route au milieu de la foule en se rendant vers Onaloa, qui est village natal de Lumumba à près de 30 km. Chemin faisant, plusieurs villageois sortaient de leur logement pour saluer le retour de leurs ressortissants. Plusieurs cérémonies traditionnelles et coutumières ont été organisées au rythme de tam-tam et dans cet été-là en remerciant le chef de l'État. Après plus de 6 décennies, Patrice Emery Lumumba a enfin obtenu un catafalque, un cercueil et les obsèques. À noter que pendant 3 jours, cette population va enfin pouvoir pleurer leur fils dans les normes qu'il fallait, et ceci est grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est officiel, l'ancien prédirecteur du cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe était la veille de tout le cas lui reproché. Le président de l'UNC et ses co-accusés dans l'affaire du procès. 100 jours pour plus de précisions. Suivez cet élément que nous propose Honoré Lunga. Le verdict en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et ses co-accusés dans l'affaire 100 jours est tombé le jeudi 23 juin 2022. Le président de l'INC a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour faute de preuves, affirme son avocat. Jusque-là, la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement des fonds publics et avait renvoyé les dossiers devant de nouveaux juges. Par ailleurs, la Cour avait estimé que le juge d'appel avait violé les droits de la défense de Vital Kamerhe en rendant sa décision, les condamnant à 13 ans de prison pour détournement des deniers publics alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a-t-il argumenté. Ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 63 ans, avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers dans le cadre d'un programme qui devrait lancer le mandat du président Tshisekedi. Cette peine a été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021. Lors des audiences, ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter aux élections de 2023. Qui dit mieux? La MONUSCO commence avec le retrait des troupes à Kalemi dans la province du Tanganyika. À ce sujet, Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, était présent le lundi 22 juin 2022. Pour plus de précisions, trouvons ici Raymond Mukanza et Mike Mutuba. Les troupes onusiennes se retirent dans la province de Tanganyika. Le début de ce retrait a coïncidé avec une cérémonie organisée par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. Les conditions minimales de retour des soldats de la MONUSCO dans le sol congolais ont été traitées au Conseil de sécurité dans sa résolution 2556 et 2612 pour l'horizon 2024. Et la MONUSCO prévoit de quitter la province de Tanganyika d'ici le 30 juin de cette année.
C'est ce qui justifie la présence d'Albert Fabrice Pouela Kalemi, représentant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé quant à ce. Une cérémonie qui était effective dans l'enceinte de la MONUSCO Kalemi, en présence de Mme Bintou Keïta, représentant le secrétaire général des Nations Unies, du gouverneur de la province, Julie Ngungwa, et aussi des responsables de la MONUSCO. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a remercié la MONUSCO pour le service rendu malgré les zones d'ombre de sécurité qui persistent à des conflits ethniques. Nous sommes confiants qu'ensemble, le plan de développement provincial récemment élaboré sera mis en œuvre sans faille et que bientôt la province du Tanganyika, avec ses immenses ressources, sera arborée comme un modèle qui fait et fera la fierté de la République démocratique du Congo. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je puis vous promettre que conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire triompher la sécurité, la paix, la justice et le développement qui devront régner durablement dans la province du Tanganyika et dans toute la République démocratique du Congo. Face à cet événement de nature historique, les autorités présentes à cette cérémonie ont échangé avec les chevaliers de la plume. À tout prendre, Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, ne pouvait pas oublier ses devoirs élémentaires de se rendre compte des conditions carcérales des prisonniers de Kalemi. La population de la collectivité des Tshibombo, territoire de l'Upatapata, à Mbujimayi, au Kasaï oriental, peut faire maintenant un ouf de soulagement s'agissant de l'approvisionnement en eau potable. À eux, c'est grâce à la réalisation de la construction du château d'eau par le projet Prise qui coordonne l'ingénieur Deo Sunzu. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Ce par de cris de joie, danse, sourire aux lèvres, que la population de la collectivité de Tshibombo, territoire de l'Upatapata, à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, reçoit une forte délégation du projet Prise conduite par l'ingénieur Deo Sunzu et des experts de la Banque mondiale, représentés ici par Madame Suzanne, du conseiller en charge du développement en milieu rural au ministère des Finances, Clément Bikaï, ainsi que des autorités coutumières et administratives. Au premier site, la joie était à son comble du côté de la population de voir le château d'eau réalisé par le projet Prise. Nous saluons d'abord cette initiative de Prise, parce que à travers cette initiative, nous voyons vraiment que la contrée est en train de se développer. À travers la Prise, nous saluons également, nous remercions la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires au développement et des partenaires financiers, de tout ce qu'ils font pour pouvoir nous accompagner dans le développement. Saisissant de cette occasion, Deo Sunzu a fait visiter à toute la délégation le marché répondant aux normes, avec des latrines répondant aux règles d'hygiène, comme nous l'explique bien le représentant de la Banque mondiale. Nous avons visité des sites Prise. Je pense ce qui est très clair que le besoin d'eau potable est très grand dans cette région, dans ce territoire. Et aussi, les investissements sont très bien faits. Le château d'eau, le panneau solaire qu'on a vu, tout est dans un bon état. Et peut-être aussi très important la gestion de les mini-réseaux. Tout bien qui finit bien, c'est par une visite guidée que s'est clôturée cette première journée à la grande satisfaction de tous. Dans ce même
deuxième chapitre, juste après avoir été à Tchibombo, c'est le tour de faire une descente à Tchilenge et de manière à palper du doigt leur réalisation par le projet Prise. Suivez cet élément que nous propose votre rédaction. Poursuivant son agenda très chargé, comme dans d'autres sites, où l'on voit clairement la réalisation du projet Prise. Nous sommes à Tchilenge, où l'on visite également un château d'eau bien érigé, ainsi que le centre hospitalier. Ici, l'administratif n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous venons de recevoir une très forte délégation de la Banque mondiale avec l'entreprise Prise. Ils sont venus pour visualiser les ouvrages qui ont été réalisés par Prise et éventuellement prendre des dispositifs en rapport avec le secteur d'eau, hygiène et assainissement dans mon territoire de Tchilenge. En outre, cette population loue le travail des titans abattus par le projet Prise, coordonné par l'ingénieur Deo Sunzu, profite de l'occasion de faire un plaidoyer après avoir visité le centre hospitalier. Les réalisations du projet Prise sont déjà visibles à l'espace Grand Kassai. Pour cette journée, c'est dans le but de contribuer à l'enseignement, la formation et l'éducation des élèves que Prise a construit des écoles en bonne et due forme. À la fin de la journée, la représentante de la Banque mondiale, Madame Suzanne, s'est livrée à la presse. Je pense que c'est très nécessaire de construire ce centre de santé. C'est bien utilisé et gardé, mais c'est le problème d'eau, parce que l'eau n'est pas déjà là, non? C'est pas déjà connecté. Aussi le même problème dans l'école. Et aussi, je pense, si l'eau va venir à l'école, il y a aussi le problème pour instituer l'habitude pour laver les mains. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dispositifs pour faire ça. Et pour boucler ces chapitres, avant de rejoindre Kinshasa, la capitale congolaise, Clément Mbikaï, conseiller en charge du développement en milieu rural au ministère des Finances, ainsi que les coordonnateurs de Sunzu se sont exprimés à la presse. Suivez. Aux clôtures de cette visite au Kassai oriental en Mbuji-Mayi, le conseiller en charge du développement en milieu rural au ministère des Finances, Clément Mbikaï, était devant le chevalier de la plume. Vous avez suivi les chefs de l'État, il avait mis un accent sur la gouvernance et il avait mis l'accent sur les indicateurs de performance lorsque nous sommes dans la mise en œuvre des projets. Et il avait mis aussi l'accent sur la visibilité des ouvrages, puisqu'il ne faut pas qu'avant ouvrage égale après ouvrage. Alors, en ce qui concerne les projets Prise, nous, au niveau du ministère des Finances, et particulièrement au niveau de la cellule de suivi des projets et programmes, nous avons des instructions précises de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, et il y veille au bon crin. Et c'est ça les résultats que vous voyez sur le terrain. Vous avez posé la question de savoir quelles sont mes impressions. Ce sont des ouvrages séculaires. Ce sont des ouvrages séculaires où on ne peut pas, le ministre n'accepte pas qu'on fait quelque chose de provisoire. Puisque les châteaux d'eau de 200 mètres cubes que vous avez vus à Lukalaba, que vous avez vus à Miabi, que vous avez vus à Tchilenge et que vous avez vus ici à Tchibombo, il y en a encore dans la ville de Kananga et dans quelques territoires de Dibaya. Vous verrez que ces ouvrages, il n'y a que nous qui avons vécu cette époque, qui savons que ces ouvrages existaient comme les châteaux d'eau. Pour sa part, le coordonnateur du projet Prise, Deo Sunzu, cerveau moteur du dit projet, a éclairé l'opinion sur la réalisation du projet Prise, mais également de la présence de la Banque mondiale à ses côtés. Donc le projet Prise en soi, c'était une des premières expériences, qui est un projet du gouvernement avec un ancrage institutionnel au ministère du Développement rural qui a des compétences notamment dans l'intervention en milieu rural et aussi à bénéficier de l'appui de la Banque africaine de développement. Et je dirais encore que c'était un défi au niveau du projet Prise parce que c'était une des premières fois où l'on intervenait en milieu rural avec les ouvrages séculaires comme vous le voyez et avec les différentes interventions dans la zone.
Ici est dénoté que ce vaste projet d'une importance capitale entre dans le cadre du programme de développement de 145 territoires prôné par le chef de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre chapitre, les mamans de l'agence de gestion de fonds humanitaires ont figuré à la marche de femmes quinoises de manière à soutenir les FARDC qui combattent l'ennemi dans la partie est de la République démocratique du Congo, Raymond Mukanza, dans cet élément. À côté de femmes quinoises qui ont marché ce vendredi dans la capitale, une présence très remarquée de mamans de l'agence de gestion de fonds humanitaires pour soutenir le FARDC au front contre le rebelle de M23, les ADF et les autres, aussi les autorités du pays pour les efforts qu'ils sont en train de consentir. Biso ba mama ya agence de gestion de fonds humanitaires. Les loto yoko tambo le longo na ba mama na ba linga na biso ba mama ya ba structure différent. Toye awa pona ko soutenir ba FARDC na biso. Toye pona ko soutenir vision ya chef de l'état mokonzi mboka Faci Beton. Biso ba mama AGFH biso. Sima pa tola sima FARDC. À tout prendre. Bien que soucieuses de leur situation très préoccupante, les mamans de l'AGFH ne sont pas restées anonymes contre les détracteurs de la RDC, c'est-à-dire les pays voisins qui soutiennent les forces du mal. Après plusieurs affrontements entre les ADEP et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu, 8 personnes ont été libérées mercredi 22 juin 2022 à Maïmona après leur arrestation par le rebelle ougandais Florence Kiluba signe cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré mercredi 22 juin 2022 dans la province du Nord Kivu 8 otages qui étaient en captivité par les ADF après plusieurs combats menés contre les rebelles ougandais d'Alliés démocratiques Force ADF en sigle dans ces coins du pays. Parmi eux, 3 femmes kidnappées dans la nuit de mardi à mercredi lors de l'attaque des ADF à Mabasele dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Ces civils ont regagné leurs habitations, une victoire pour le FARDC, d'où la société civile plaide pour l'intensification des opérations de l'armée en vue de sécuriser la population de ces coins de la RDC. Que la paix règne dans notre pays. Vive l'état de siège, que vive le FARDC. Et pour boucler cette session d'information, le téléphone portable est un outil indispensable pour communiquer, mais un danger pour la jeunesse. C'est un récit signé par Raymond Mukanza et Merveille Massimo. Suivez. Nous sommes au 3e millénaire où la technologie avance avec une vitesse exponentielle, notamment l'Internet, les réseaux sociaux et tant d'autres. Attardons-nous à la téléphonie mobile ou le téléphone portable, un outil de communication avec une possibilité d'échange de messages phoniques, graphiques, bref audiovisuels. Le téléphone est un outil indispensable pour se communiquer dans n'importe quel coin du globe. Mais la jeunesse ne l'utilise pas à bon escient. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse fait de n'importe quoi contre le genre, notamment les photos nues, des images interdites aux jeunes. Une des jeunes abordée à ces sujets nous délice sa langue. Ce qui est mauvais chez les jeunes utilisent les téléphones et surtout sur les réseaux sociaux. Ils publient les photos ni les vidéos pornographiques plutôt, sans oublier qu'il y a des responsables qui utilisent aussi les téléphones. Ce n'est pas bien. Moi, en tant que jeune, je conseillerais à tous les jeunes de ne plus utiliser les téléphones comme ils le font. Les cas sont multiples. Un de règlement des conduites automobiles interdit le téléphone au volant au risque des accidents souvent mortels. Pour conclure, le téléphone portable est un outil indispensable dans le monde moderne, mais un conseil aux jeunes, utilisons-le à bon escient. Et voilà qui vient boucler cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés sur Yokasan Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.